Alors tout de suite, donc, on va écouter le deuxième topo de cette session, comment affirmer le diagnostic de maladie de Fabry. Et donc, c'est un topo de maintenant sur la biochimie avec Foudil Lamari. D'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité pour la seconde année. Ce qu'on fait en biochimie n'a pas beaucoup évolué depuis l'année dernière. Donc, je travaille à la Pitié-Salpêtrière. On fait le diagnostic de maladies lysosomales en général de l'adulte et le Fabry en particulier, donc depuis un certain nombre d'années. Et j'avoue que l'entrée cardiaque est de plus en plus majoritaire dans nos diagnostics. On a peut-être un biais de recrutement via la présence, bien sûr, de centres de référence ici dans nos murs à la Salpêtrière. Mais en tout cas, l'entrée cardiaque est devenue majoritaire. Donc, mes conflits d'intérêts, voilà. Donc, juste pour rappeler que la maladie de Fabry est une maladie héréditaire liée au chromosome X, liée à une mutation sur le gène GLA qui code pour l'alpha-galactosidase. Donc, il s'ensuit un déficit enzymatique en alpha-galactosidase. Ce déficit va engendrer une accumulation de son substrat qu'on appelle le GB3 ou le globotriaosylcéramide. On l'a classé comme maladie de surcharge lysosomale, mais c'est une maladie de surcharge plutôt systémique puisque le GB3 va être présent dans tous les organes, Un peu de biochimie à défaut d'imagerie IRM. Donc voilà le substrat de l'enzyme. En fait, c'est un glycolipide qui est formé d'un céramide avec des chaînes d'acides gras, donc très peu solubles, apolaires, et des sucres. Et donc, ce substrat qui est un composant essentiel des membranes biologiques, lors de renouvellement des membranes, bien sûr, doit être dégradé dans le lysosome. Et la première enzyme qui va dégrader ce substrat donc de façon séquentielle, c'est bien sûr l'alpha-galactosidase. Son absence donc ne permet pas la suite de la dégradation et donc c'est tout le substrat qui va s'accumuler. L'incidence et la prévalence, bon, elle dépend des publications, elle dépend aussi des régions du monde. Mais, bon, c'est très variable, on estime de 1,40 000 à 117 000. Par contre, quand on s'adresse à des populations particulières à risque, c'est-à-dire dans les CMH ou dans les CMH du cœur droit, on trouve que l'incidence est beaucoup plus importante, et de même quand on s'adresse aux dialysés. Alors, la stratégie du diagnostic de la maladie de Fabry, c'est comme toute maladie héréditaire du métabolisme. Vous savez, vous avez une voie métabolique avec une enzyme qui est codée par un gène. Cette enzyme va transformer un substrat en un produit et ainsi de suite. Donc, quand le gène est muté, l'enzyme ne fonctionne pas, le substrat n'est pas transformé en produit, donc il s'ensuit une accumulation du substrat, une absence des produits de cette enzyme, et quelquefois, quand le substrat s'accumule, il va se transformer par des voies alternes en d'autres produits, quelquefois qui sont encore plus toxiques que le substrat en lui-même. Pour la maladie de Fabry, donc on peut utiliser tous ces aspects-là pour arriver, dans la majorité des cas, à un diagnostic de la maladie de Fabry. Donc, on peut bien sûr analyser le gène GLA. On peut mesurer l'activité de l'enzyme alpha-galactosidase. On peut mesurer le sans-substrat dans les fluides biologiques, le GB3, et bien sûr mesurer aussi le produit annexe qui est le lyso-GB3. Je ne vais pas m'attarder sur la génétique de la maladie de Fabry parce que ma collègue Catherine Caillot va vous en parler beaucoup mieux que moi. Donc, juste pour commencer, donc, la première chose qu'on fait quand on suspecte fortement une maladie de Fabry, c'est un dosage de l'activité alpha-galactosidase qui est relativement accessible. Beaucoup de laboratoires le font actuellement. Donc,
qui est une hydrolase, donc qui va couper un résidu alpha-galactose terminal sur un glycolipide. Juste pour vous dire que cette même réaction peut être faite par une autre enzyme qui n'a rien à voir avec la maladie de Fabry, qui est codée par le chromosome 22. Et dans certaines situations, il peut y avoir des réactions croisées entre les deux. Sauf que, heureusement, l'alpha-galactosidase est plutôt majoritaire dans le sang et les tissus. Et donc, en théorie, on peut toujours arriver à un diagnostic. Cette mesure de l'activité peut se faire dans plusieurs milieux. La plupart du temps, elle se fait sur des leucocytes isolés à partir du sang total, hein, c'est ce qu'on fait. Mais maintenant, de plus en plus, on peut le faire sur un sang total recueilli sur un papier buvard, ce qui est beaucoup plus pratique pour les envois quand on est loin d'un laboratoire de diagnostic. Elle peut se faire aussi sur le plasma moins pratiqué ou sur des fibroblastes. Pour mesurer cette activité enzymatique, de point de vue méthodologique, pour nous, dans les laboratoires, on a deux méthodes, soit une méthode dite spectrofluorimétrique avec un substrat synthétique, hein, fluorescent. Une fois qu'il est hydrolysé par l'enzyme, il devient fluorescent. Et ces méthodes sont de plus en plus supplantées par des méthodes en spectrométrie de masse avec l'utilisation plutôt d'un substrat naturel qui est le GB3 directement. Alors, juste pour dire aux cliniciens, maintenant, avec la multiplication des méthodes et des milieux, vous allez être confronté à différentes valeurs normales, hein, valeurs usuelles, donc selon qu'on mesure ça dans le sang, l'expression des résultats. Donc, vous voyez qu'un laboratoire peut vous rendre différents seuils de normalité, donc il faudra faire attention. Bon, à quoi ça sert donc la mesure de l'activité enzymatique? Eh ben, faire le diagnostic dans 100% des cas chez les hommes hémizygotes. En revanche, chez les femmes hétérozygotes, c'est un marqueur qui n'est pas du tout sensible puisque 40% des femmes porteuses de la mutation Fabry ont une activité ou peuvent avoir une activité alpha-galactosidase tout à fait normale. Alors, puisque les valeurs normales varient, donc comment on peut suspecter un déficit? Donc, on parle plutôt du pourcentage des valeurs normales. On considère qu'un sujet est normal s'il a une activité alpha-galactosidase qui est supérieure à 30%. Entre 10 et 15%, on peut suspecter fortement un Fabry. Et là, on est plutôt dans un type plutôt non classique, hein, tardif. Et quand l'activité est vraiment basse, inférieure à 5%, on est plutôt dans un Fabry classique. Donc, il y a une certaine corrélation entre l'activité résiduelle et le type de la maladie de Fabry. Bien sûr, tout ça, en général, est déterminé dans le sang, c'est-à-dire soit dans les leucocytes, soit dans le sang total. On ne sait pas toujours si c'est le reflet de l'activité dans les autres tissus cardiaques, rénales. Donc, on ne peut pas corréler ça éventuellement à la clinique, surtout chez les femmes. À la salpêtrière, nous pratiquons cette mesure de l'activité enzymatique pour le diagnostic de la maladie de Fabry. Comme j'ai dit, 40% des femmes peuvent avoir une activité normale. Néanmoins, on continue quand même à recevoir des demandes de mesures d'activité chez les femmes. Bon, quand elle est basse, bingo. Hein, quand elle est normale, ben, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Fabry. Juste pour vous montrer que, en fait, notre activité de demande de Fabry augmente de plus en plus, hein, en fonction des années, sauf en 2020, Covid oblige, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on cherche, plus on trouve. Donc, il y a une certaine corrélation entre les demandes et le nombre de cas, le pourcentage de cas positifs qu'on trouve. Et peut-être qu'on passe probablement à côté de certaines femmes hétérozygotes. Alors, quel est l'intérêt autre que, bien sûr, le diagnostic chez les hommes et éventuellement chez les femmes?
c'est que maintenant, avec l'apparition des molécules chaperones, ça peut être un marqueur d'efficacité thérapeutique, hein. Donc, nous, on a observé chez 2 patients porteurs d'un variant cardiaque de la maladie de Fabry que quelques mois après l'instauration du traitement par une molécule chaperone, on a une élévation de l'activité enzymatique leucocytaire mesurée chez le patient. Donc, en fait, outre le fait que ça soit un marqueur de diagnostic, ça peut être aussi une preuve d'efficacité thérapeutique, d'abord in vitro pour déterminer les mutations sensibles à ces molécules chaperones, et puis in vivo chez le patient pour évaluer la réponse au traitement et l'observance. Donc, étant donné que finalement l'activité enzymatique peut être en défaut dans certaines situations, notamment chez les femmes, donc on a cherché d'autres marqueurs. L'un des premiers marqueurs qu'on avait utilisé pour l'aide de diagnostic, le suivi thérapeutique, c'est le GB3, qu'on appelle le globotriaosylcéramide, trixosylcéramide, donc il a plusieurs noms. Ce substrat naturel de l'enzyme alpha-galactosidase, bien sûr, c'est le substrat qui s'accumule dans les tissus, dans l'endothélium vasculaire, l'épithélium rénal, le muscle lisse cardiaque. Il peut être dosé dans le plasma, mais surtout dans les urines, où il est en concentration importante. En fait, il n'est pas soluble réellement dans les urines parce que, comme je vous ai dit, c'est quand même très hydrophobe. Donc, il provient plutôt des sédiments des cellules épithéliales rénales des squamées. Il peut être analysé par des techniques de spectrométrie de masse, chromatographie, et on exprime son résultat par rapport à la créatinine urinaire. Donc, il est augmenté 2 à 3 fois chez les patients Fabry. Il a été proposé comme marqueur de dépistage chez les hommes et les femmes, comme un marqueur pronostic pour les événements cardiaques, rénaux et vasculaires, et éventuellement comme marqueur d'efficacité thérapeutique. Néanmoins, ce marqueur a été mis à défaut, notamment dans les variants cardiaques, justement, où il n'est pas élevé dans certaines situations, ou très peu élevé. Le fait que le GB3 n'est pas soluble dans les urines et qu'il provient plutôt des cellules épithéliales des squamées et qu'on exprime ces résultats par millimol de créatinurie, il n'est pas adapté. Il a été démontré en 2009 très tôt qu'il y a beaucoup de faux négatifs si la créatinurie est élevée et des faux positifs si la créatinurie était basse. Et puis, il a été démontré que finalement, il était peu prédictif des événements cliniques. Et puis, il y a un autre marqueur qui est plus récent, c'est un dérivé donc, du GB3, c'est le lyso-GB3. En fait, le lyso-GB3, c'est un GB3 qui a perdu sa chaîne d'acides gras suite à l'action des céramidases acides lysosomales. Le fait qu'il y ait une chaîne d'acides gras, au moins, il est un peu plus hydrosoluble, donc on le trouve de façon circulante dans le plasma. Il est plus élevé donc le GB3, il peut augmenter jusqu'à 100 à 200 fois chez les patients Fabry par rapport au contrôle. Il a été démontré, comme je disais, qu'il était encore plus néfaste que le GB3 lui-même, puisqu'il est doté d'activité pro-inflammatoire et il serait à l'origine de la fibrose qu'on constate chez les patients Fabry. Donc, on peut le doser dans le plasma et les urines, on le dose plutôt dans le plasma, pareil, par méthode chromatographique. Les valeurs normales varient d'un laboratoire à un autre. Chez nous, la valeur normale est inférieure à 0,8 nanomol par litre. Il y a une certaine corrélation par rapport au phénotype clinique, puisqu'on voit que les hommes qui ont la forme classique de la maladie de Fabry ont des valeurs beaucoup plus élevées que les hommes avec un variant non classique, que les femmes classiques ont des valeurs équivalentes aux hommes non classiques, et puis les femmes qui ont des formes tardives ont des valeurs beaucoup plus faibles que les femmes qui ont une forme classique. Donc, il y a une certaine corrélation avec le génotype.
Donc, il a été évalué en 2015 chez 34 patients avec le variant cardiaque, la mutation 1,215S, 20 hommes et 14 femmes. Effectivement, comme l'alpha-galactosidase, ce marqueur, il a montré une sensibilité et une spécificité de 100% chez les hommes Fabry, pardon, alors qu'il est en défaut quand même chez les femmes, puisque la sensibilité n'est que de 77%, c'est-à-dire qu'on a 23% des femmes qui ont un lysogb3 tout à fait normal. Donc, en modifiant un peu leur seuil, ils augmentaient un peu la sensibilité chez les femmes à 80%. Donc, et leur conclusion, c'est que, comme l'alpha-galactosidase, un lysogb3 positif chez la femme a une valeur diagnostique, mais quand il est négatif, ne peut pas exclure une maladie de Fabry chez les femmes. Vladimir, qui est présent, que je salue, a évalué ce marqueur avec nous dans sa cohorte Fabry française. Donc, pareil, on a analysé des femmes, des hommes. Ce qu'on a remarqué rapidement, c'est qu'effectivement, il y a une corrélation encore avec le génotype, puisque les mutations les plus délétères de type STOP ou de type Sodexan ont des valeurs les plus élevées, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. On a un petit peu ajusté notre cut-off à 0,8 nanomol, comme je le disais, et on avait une sensibilité chez les femmes un peu plus élevée de 93%, avec une valeur prédictive positive de 94 et une valeur prédictive négative de 91%. Toujours dans l'intérêt pronostic, il a été au début annoncé comme quoi que le lysogb3 pouvait avoir un intérêt dans le suivi clinique, puisqu'il a été montré que chez les membres d'une même famille, le lysogb3 est plus élevé que chez les hommes, ça on le sait, et surtout qu'il est plus élevé chez les membres les plus symptomatiques au sein d'une même famille, c'est-à-dire pour une même mutation, on a des valeurs de lysogb3 qui sont plus élevées chez les patients symptomatiques. Pareil, dans cette étude, le lysogb3 toujours est plus élevé chez les hommes porteurs de mutations plus délétères de type STOP, Sodexan, c'est ce que Vladimir avait montré dans sa cohorte Fabry. Un autre intérêt du lysogb3, c'est qu'il peut avoir un intérêt dans le suivi du traitement avec thérapie enzymatique. En fait, plusieurs études avaient montré qu'il y avait une corrélation entre l'augmentation du lysogb3 et l'apparition d'anticorps anti-enzymothérapie. Et dans cette étude pareille de Vladimir, il avait montré que le lysogb3, en fait, que ça soit dans les formes classiques, ceux qui avaient développé des anticorps anti-enzymothérapie avaient des valeurs de lysogb3 qui étaient beaucoup plus élevées. Et il y a vraiment une corrélation inverse entre le titre d'anticorps anti-agalsidase alpha ou bêta et le taux de lysogb3. Dans cette autre étude de 2019, il a été... oui. Oui, il faut peut-être, si on va avoir le temps de poser des questions, si tu peux D'accord. avancer. Je ne sais pas s'il te reste beaucoup de diapos. Donc, je suis désolé. Non, il ne me reste pas beaucoup de diapos. Voilà, je vais passer juste. Voilà, donc dans l'apparition des anticorps, il y a un intérêt. Dans le suivi thérapeutique, donc dans cet article récent, malheureusement, dans l'étude ATTRACT et FACET, il n'a pas été montré que le lysogb3 pouvait avoir un intérêt dans le suivi thérapeutique de ce traitement-là par chaperone. Donc, il n'y a pas de corrélation ni avec les symptômes cardiaques, ni rénaux. Donc, il n'a pas vraiment d'intérêt.
je vais passer, donc juste pour conclure, donc, on a plusieurs outils pour le diagnostic de la maladie de Fabry. Bien sûr, il y a l'analyse moléculaire que vous allez écouter juste après moi, l'activité enzymatique sensible et spécifique chez les hommes, mais pas sensible du tout chez les femmes. L'activité résiduelle peut prédire la sévérité de la maladie chez les hommes, peut être un reflet de la réponse aux thérapies chaperones. Le GB3, marqueur de l'atteinte rénale, peu sensible, il est abandonné en faveur du lysogb3. Le lysogb3 est un marqueur pareil comme l'alpha-galactosidase, très spécifique, sensible chez les hommes, mais peu chez les femmes. Et voilà. Et juste pour dire que si vous suivez vos patients avec le lysogb3, essayez de le faire dans le même laboratoire parce qu'il y a une certaine variabilité interlaboratoire. Et je vous remercie pour votre attention.